Dans ce monde, les guérisseurs sont reconnus pour leurs capacités exceptionnelles et se voient souvent confier des postes de pouvoir. Il existe même une académie royale chargée de former les meilleurs guérisseurs du pays. En tant que guérisseur, vous êtes généralement classé au premier, au deuxième ou au troisième rang, mais nous avons Zeno, qui n'a même pas le droit d'utiliser la magie de guérison. Il a donc ouvert un petit cabinet à la périphérie du royaume afin de pouvoir soigner les gens qui ont besoin de son aide. Lorsqu'il a fini de soigner l'homme qui est venu à son bureau, celui-ci le remercie mais n'a pas beaucoup d'argent pour payer Zeno, alors il lui offre tout l'argent qu'il a en poche. Zeno n'y voit pas d'inconvénient, car il ne fait pas cela pour son profit personnel. Après le départ de l'homme, son assistante, Lily, vient lui rappeler qu'il a reçu une visite à domicile. Zeno dit qu'il va partir immédiatement, et Lily lui dit qu'un dîner l'attendra à son retour. Quelques heures plus tard, Zeno a terminé sa visite et rentre chez lui, mais alors qu'il marche dans la rue, il remarque une fille loup qui semble souffrir terriblement. À ce moment-là, un noble rattrape la jeune fille et commence à lui crier dessus. Il lui demande où elle était, et la jeune fille essaie de lui expliquer qu'elle avait très mal au ventre et qu'elle a essayé d'aller à l'hôpital, mais qu'ils n'ont pas voulu la soigner parce qu'elle n'avait pas d'argent. Le noble la regarde comme si elle était stupide, et un mal de ventre n'est pas suffisant pour justifier un voyage à l'hôpital, surtout pas pour une esclave comme elle qui n'a pas d'assurance maladie. Il l'entraîne ensuite et lui dit qu'elle doit se remettre au travail immédiatement. Le noble emmène la jeune fille dans un cimetière et la jette à terre, lui faisant heurter la tête contre une pierre tombale. Il ne doit vraiment pas se soucier de sa santé, car une telle blessure suffit à tuer une personne. De plus, après que la fille s'est roulée par terre dans la douleur, une effrayante énergie noire est entrée en elle, ce qui me préoccupe beaucoup. Cependant, le noble a le sens de l'observation d'un aveugle, il pense donc que la fille fait semblant et lui dit de se remettre sur pied immédiatement. Elle ne peut manifestement pas le faire en raison de la douleur intense qu'elle ressent. Le noble s'approche du corps de la jeune fille et la menace de la mettre dans l'une de ses tombes si elle ne l'écoute pas, mais comme elle peut à peine bouger, il commence à lui donner des coups de pied sur le sol. Le noble en a assez de l'attendre, alors il lui dit de se dépêcher et de commencer à fouiller le cimetière à la recherche d'objets de valeur. Il commence alors à s'éloigner, et peut-être est-ce la douleur intense ou le fait qu'elle ait été possédée, mais la jeune fille craque et taillade le noble au niveau de l'estomac. Le noble est d'abord incrédule, car il n'a jamais été blessé aussi gravement auparavant. Il essaie de raisonner la fille loup, mais il se souvient qu'il lui a donné un coup de pied il y a une seconde, et qu'elle a l'air de vouloir du sang, alors il ne sert à rien d'essayer de négocier. Il se met à courir à la vitesse d'un jogging léger parce qu'il ne peut pas aller plus vite, et le noble serait certainement mort ici, mais par miracle, Zeno se trouve dans les parages, alors il court vers lui pour demander de l'aide. Il dit à Zeno que son esclave est devenu fou et qu'il essaie de le tuer, mais Zeno a vu la façon dont il a traité dans la rue, alors il est presque sûr que le noble l'a mérité. La fille loup finit par rattraper le noble, qui supplie Zeno de le sauver. Zeno la regarde et voit clairement l'énergie sombre qui l'entoure. Il demande donc au noble ce qu'il faisait lorsque la fille est devenue incontrôlable. Le noble ne veut pas admettre qu'il essayait de la convaincre de voler des tombes pour lui, alors il se contente de dire qu'il cherchait du butin. C'est tout à fait illégal, mais il tente de changer de sujet et rappelle à Zeno qu'il est gravement blessé et qu'il doit se rendre à l'hôpital immédiatement. Il propose même à Zeno de le payer s'il peut le sauver de la fille, mais Zeno n'a que faire de l'argent. Cependant, il a également prêté serment de sauver la vie des gens, alors quand la fille charge le noble, Zeno l'écarte à temps. La jeune fille jette ensuite des pierres sur Zeno, qui les esquive sans trop d'effort. S'il est assez habile pour faire cela, le noble pense qu'il devrait pouvoir tuer la fille, mais Zeno refuse fermement parce qu'il a une règle stricte de non-mort. Le noble lui dit d'arrêter de débiter ses sornettes de « chevalier noir », car si Zeno ne tue pas cette fille tout de suite, elle pourrait bien finir par tuer le noble. Mais Zeno refuse toujours car, en tant que guérisseur, son but est de sauver autant de gens que possible, et immédiatement après avoir dit cela, il donne un coup de poing à travers un rocher que la fille lui a lancé. Et je suis presque sûr que les guérisseurs ne peuvent pas faire ça normalement. Zeno peut voir que la fille est incroyablement rapide. En fait, elle est bien plus rapide qu'un demi-humain ne devrait l'être, et il sait donc que quelque chose ne va pas. Il ne veut pas la blesser trop gravement, alors quand la fille essaie de le taillader, il sort un bouclier, et dès qu'elle entre en contact avec le bouclier, elle est projetée en arrière dans un bâtiment voisin. Zeno est rapide, il aurait donc pu sauver le noble, mais il a choisi de ne pas le faire. Maintenant que tout est calmé, Zeno s'approche du corps de la jeune fille, dont la jambe est cassée par la chute, et qui se débat pour s'enfuir. Comme elle est encore sauvage, Zeno la laisse mordre son bras pour la maintenir en place. Il a compris qu'elle était possédée, alors il met sa main sur sa tête et commence à la soigner pour faire sortir l'esprit. Il y parvient, mais il est toujours un peu curieux de savoir ce qu'elle a pu faire pour qu'un esprit la possède. Quoi qu'il en soit, il doit toujours s'occuper des fantômes, alors il utilise ses pouvoirs pour l'exorciser. Il revient ensuite à la jeune fille, et maintenant qu'elle est redevenue normale, il soigne sa jambe cassée pour qu'elle puisse marcher à nouveau.
Le noble s'en aperçoit en s'extirpant des décombres et s'étonne que Zéno soit assez puissant pour guérir instantanément une jambe cassée. Il est encore gravement blessé et supplie Zéno de le sauver, mais ce dernier lui répond qu'il vient de terminer sa journée et que le noble devra attendre jusqu'à demain pour être soigné. Le noble sait qu'il va se vider de son sang dans quelques heures, alors il supplie Zéno de le guérir tout de suite. Zéno finit par accepter, mais il dit que cela va lui coûter plus cher. Le noble ne se soucie pas du prix et donne à Zéno tout l'argent qu'il possède. Il assure donc que Zéno devrait être satisfait, mais à sa grande surprise, Zéno dit que c'est loin d'être suffisant. D'habitude, il ne se préoccupe pas de l'argent, mais compte tenu de l'attitude minable du noble tout à l'heure, Zéno se sent très capitaliste en ce moment. Le noble menace de dénoncer Zéno pour extorsion, mais cela ne le dérange pas puisqu'il n'a pas de licence. Techniquement, c'est un guérisseur illégal, mais le noble doit s'y connaître en la matière, vu qu'il a déjà pillé des tombes. Quoi qu'il en soit, Zéno est prêt à faire un marché et dit au noble qu'il est prêt à accepter un autre paiement. En plus de l'or, il veut prendre l'esclave du noble. Le noble ne s'est jamais soucié de la fille de toute façon, alors il accepte les conditions de Zéno, et dès que Zéno l'aura guéri, il lui remettra le contrat d'esclave de la fille. Le noble s'en va alors, furieux, et Zéno s'assoit sur le sol à côté de la jeune fille et attend qu'elle se réveille. Lorsqu'elle reprend enfin conscience, elle est surprise de voir un homme assis à côté d'elle et lui demande qui il est. Zéno lui dit son nom et lui explique qu'il vient de l'acheter et qu'elle est désormais son esclave. Cela étant dit, il demande à Till de se déshabiller immédiatement. Till s'énerve et lui demande s'il est sérieux, mais Zéno ne plaisante pas. Il dit qu'il a payé cher pour Till et qu'il doit donc s'assurer que son bien est en bon état. Till finit par s'exécuter puisqu'elle ne peut pas désobéir à son maître, et une fois que Zéno a bien regardé son corps, il voit tout de suite ce qui ne va pas. Il a remarqué qu'elle souffrait tout à l'heure, et c'est parce qu'un calcul biliaire bloque son canal biliaire. Cela devrait être assez facile à réparer pour lui, alors il attrape son estomac et utilise la magie pour effectuer l'opération. En un instant, le calcul biliaire est retiré et il ne ressent plus aucune douleur. Zéno lui explique qu'il n'a fait qu'ouvrir son estomac, extraire le calcul biliaire et le refermer en une fraction de seconde, une procédure tout à fait normale. Zéno ne pense pas qu'il y ait quoi que ce soit de spécial, mais il sait pertinemment qu'aucun autre guérisseur ne pourrait faire une chose pareille. Elle remercie Zéno de l'avoir guéri, mais il lui répond qu'un « merci » ne suffit pas. Il s'est beaucoup investi pour elle, il va donc falloir que Till travaille pour lui rendre la monnaie de sa pièce. Au début, Till pense que Zéno va lui demander de le servir avec son corps, mais Zéno veut juste qu'elle lui indique la direction d'une plante particulière qu'il cherche. Till pense que c'est une demande étrange, mais elle le conduit à un buisson avec les feuilles qu'il cherche. Elle lui demande si c'est vraiment tout ce qu'il attend d'elle, car elle est prête à faire beaucoup plus pour lui, mais Zéno dit que c'est suffisant. Il exige un juste prix pour le travail qu'il fait pour les autres, et l'aider à trouver ses feuilles et tout ce qu'il attendait d'elle, de sorte que toutes les dettes sont réglées. Il déchire ensuite le contrat d'esclave de Till et lui dit qu'elle peut désormais faire ce qu'elle veut de sa vie. Till ne sait pas vraiment quoi faire d'elle-même maintenant qu'elle n'est plus une esclave, mais elle est libre d'essayer toutes sortes de nouvelles choses maintenant, et tout cela grâce à Zéno. Elle lui demande si elle peut revenir le voir, et Zéno lui répond que si elle est blessée, il sera heureux de la guérir, mais pas gratuitement, bien sûr. Pendant ce temps, à la maison, alors que Zéno travaille, Lily commence à préparer le dîner. La nourriture sentait si bon que le fantôme réside, Camilla, a dû descendre pour voir ce qui se préparait. Lily la remarque et Camilla lui dit qu'elle a hâte de goûter à la cuisine de Lily, mais que le repas ne sera pas prêt avant un moment et qu'elle devra attendre dans sa chambre. À ce moment-là, une fille nommée Zofia vient chercher Zéno, mais Lily lui dit qu'il est en visite à domicile et qu'il n'est pas là pour l'instant. Zofia espérait avoir Zéno pour elle seule en venant tôt aujourd'hui, mais comme il n'est pas là, elle décide d'attendre qu'il revienne. Il semble que Zofia n'était pas la seule à vouloir voir Zéno aujourd'hui, car quelques instants plus tard, Linga se présente à son tour pour le chercher. Lily l'informe que Zéno n'est pas là, alors Linga dit qu'elle va attendre, mais elle est surprise de voir que Zofia est déjà là. Elle espérait lécher Zéno pendant qu'il inspectait son corps, mais son plan est maintenant ruiné. Quelques instants plus tard, une orque nommée Lo fait irruption par la porte. Lily va donc à sa rencontre et lui dit qu'elle peut les rejoindre à l'intérieur, mais seulement après avoir réparé la porte d'entrée qu'elle a cassée. Lo aime aussi Zéno, mais elle est venue parce qu'elle sentait la cuisine de Lily à des kilomètres à la ronde et qu'elle voulait vraiment la goûter. Finalement, Lily a fini de cuisiner, elle s'en va terminer quelques tâches ménagères et laisse les autres dans la cuisine. À la seconde où Lily s'en va, les filles demi-humaines ne peuvent plus résister à l'odeur de la nourriture de Lily, alors elles vont toutes la goûter, mais elles sont assez intelligentes pour savoir qu'il ne faut pas vider toute la marmite. Peu importe, la marmite semble bien vide maintenant. Les trois commencent à réaliser à quel point ils se sont plantés, car Lily va certainement être furieuse à son retour. Quelques instants plus tard, Lily revient et, après avoir vu ce qui s'est passé, elle sourit aux filles et leur demande de s'expliquer.
Plus tard dans la soirée, Zéno rentre enfin à la maison et Lily s'excuse car le dîner n'est pas prêt comme elle l'avait promis. Il y a eu un petit problème avec la nourriture, mais elle a déjà trouvé la solution. Elle a envoyé les filles chercher des ingrédients pour qu'elles puissent préparer un nouveau plat, et quand elles reviennent, elles ont apporté beaucoup plus d'ingrédients qu'elles ne l'avaient prévu, donc Lily va pouvoir faire un festin ce soir. Mais avant cela, elle sait que Zéno a dû travailler dur toute la journée, alors elle lui prépare une tasse de thé pour qu'il puisse se détendre. Zéno faisait autrefois partie d'un groupe d'aventuriers de classe mondiale. Mais un jour, le chef du groupe, Aston, lui jette une pièce d'or pour lui rappeler qu'il est pauvre et lui annonce qu'il l'expulse du groupe. Il dit à Zéno qu'il est un bon à rien inutile et que le groupe se portera mieux sans lui, mais Zéno sait pertinemment qu'il est le seul à maintenir ce groupe uni. Cependant, Aston refuse de le croire. Il n'a recruté Zéno que pour l'utiliser comme bouclier humain, puisque personne ne se soucierait s'il mourait au combat. Mais maintenant que leur groupe est devenu puissant, Zéno tente de lui expliquer que la seule raison de leur force c'est qu'il est là pour les soigner chaque fois qu'Aston fait quelque chose de stupide. Aston lui rétorque que ses compétences douteuses d'autodidacte en guérison ne valent rien et que n'importe quel autre guérisseur ferait mieux que lui. Pendant ce temps, dans une ruelle, 2 marchands d'esclaves tentent de maîtriser une elfe pour l'attacher et la vendre plus tard. La femme avertit son partenaire de faire attention à ne pas blesser Lily, car les elfes sont très rares et ils pourront obtenir plus d'argent si elle est en bon état. L'homme l'a déjà plaquée au sol, mais Lily refuse de se soumettre sans combattre. Elle lui donne un coup de pied dans les parties, et tandis qu'il grimace de douleur, elle commence à s'enfuir. Elle aurait probablement pu s'échapper, mais malheureusement, l'homme avait un arc et lui tire une flèche dans la cheville. Lily s'effondre au sol et ne peut plus courir, alors l'homme la rattrape. Il tente de la maîtriser à nouveau, mais Lily lui mord la main avec la force de 1000 chihuahuas, obligeant l'homme à la poignarder pour se libérer. Zéno passe par hasard dans cette ruelle et trouve Lily au sol, en train de saigner. Il demande aux 2 hommes s'ils sont responsables de son état. Ils lui disent de se dégager, car l'esclavage est parfaitement légal dans ce pays et que Lily leur appartient, donc ils peuvent en faire ce qu'ils veulent. Zéno sait qu'ils ont raison. Légalement, il ne peut rien faire pour aider Lily. Mais alors, il a une idée et leur propose de l'acheter. Il leur offre la pièce d'or qu'il a reçue d'Aston. Normalement, il refuserait, car une elfe esclave vaut bien plus qu'une pièce d'or, mais comme elle est déjà en train de saigner à mort, ils acceptent l'argent et partent. Une fois qu'ils sont partis, Zéno s'approche de Lily pour voir si elle est encore en vie. Lily a déjà accepté son sort et demande à Zéno de la laisser là, mais il lui dit qu'elle ne va pas mourir. Lily regarde sa blessure et est surprise de voir que Zéno l'a déjà complètement guérie. Elle le remercie pour son aide et s'excuse pour la pièce d'or qu'il a dépensée pour l'acheter, mais Zéno ne tenait pas vraiment à la garder, car elle lui rappelait Aston. Il demande à Lily si elle a un foyer, mais étant une esclave, il est assez évident qu'elle est sans le sou et sans abri. Elle a aussi très faim, alors Zéno propose de lui acheter à manger et des vêtements avant toute autre chose. Zéno l'emmène finalement dans un petit restaurant Nirby et lui achète une tenue neuve en chemin. Lily mange avec joie la nourriture que Zéno lui a offerte, mais elle est un peu confuse car il n'a rien pris pour lui. Zéno lui dit qu'il n'a pas faim, mais en réalité, il est fauché. Il a dépensé son dernier argent pour Lily, et comme il a été expulsé de Golden Phoenix, il va devoir trouver un nouveau travail rapidement pour ne pas mourir de faim. C'est alors qu'un homme entre en titubant dans le restaurant, son bras visiblement blessé. Il s'est mis dans un mauvais pas et s'en est sorti vivant, mais il est loin d'être en bonne forme. Zéno l'observe depuis l'autre bout de la salle, et à partir du trou dans son bras et des légères brûlures, déduit qu'il a été touché par une arme magique. Ce n'est pas très grave, car l'homme est un homme lézard, donc la blessure devrait guérir naturellement en quelques jours. Mais elle est assez profonde, alors il vaut mieux s'en occuper maintenant. Zéno tend la main et lance un sort de guérison sur l'homme. En quelques secondes, le trou dans son bras se referme. L'homme est stupéfait de voir son bras redevenu normal et demande à Zéno qui il est. Avant même que Zéno ne puisse répondre, Lily déclare qu'il est un guérisseur légendaire. L'homme n'a jamais entendu parler de lui, mais il est très reconnaissant et lui donne quelques pièces en promettant de faire connaître son talent. Zéno est d'abord perplexe face à cet argent, puis il comprend que les guérisseurs sont généralement payés pour leurs services. Cela lui donne une idée. Il décide d'ouvrir une clinique et de devenir guérisseur professionnel. Mais comme il vient des bas-fonds, obtenir une licence officielle sera difficile. De plus, une entreprise légale impliquerait de payer des taxes, et comme dit Virgile, l'évasion fiscale n'est pas un crime, c'est une obligation. C'est pourquoi Zéno va devenir un guérisseur clandestin. Lily ne comprend pas vraiment ce dont il parle, mais si Zéno ouvre une clinique, elle veut l'aider. Zéno réfléchit un instant. Ouvrir une clinique sans licence étant illégal, il n'est pas sûr de vouloir entraîner une enfant innocente là-dedans. Mais Lily lui rappelle qu'il l'a acheté il y a quelques minutes, ce qui fait de lui son maître. Il est donc de son devoir de le suivre, peu importe les lois qu'il enfreint. Zéno n'avait pas l'intention de devenir son maître, il voulait juste l'aider.
Lily ajoute qu'elle n'a nulle part où aller, et que s'il ne l'emmène pas, ce sera sa faute si elle redevient esclave. Zeno finit par céder et accepte que Lily l'accompagne. Elle jure alors de le servir de tout son être, mais il la supplie de ne pas rendre ça bizarre. Quoi qu'il en soit, pour ouvrir une clinique, Zeno doit d'abord résoudre son problème de logement. Il emmène Lily dans un quartier abandonné de la ville pour chercher un endroit où s'installer. Lily lui demande pourquoi il veut vivre ici, et il explique qu'il doit rester caché pour que l'association royale ne découvre pas sa clinique illégale. De plus, avec l'atmosphère sinistre des lieux, les prix immobiliers sont parfaits pour son portefeuille vide, gratuit. Lily ne peut pas nier cela, mais elle s'inquiète car elle sait que des monstres effrayants vivent souvent dans ce genre d'endroit. Ils finissent par trouver une maison encore en parfait état, et Zeno pense avoir touché le jackpot. Mais dès que Lily voit l'endroit, elle est terrifiée. C'est une maison antétypique. S'ils ont de la malchance, ils pourraient même tomber sur un spectre. Zeno ignore ce qu'est un spectre, alors Lily explique que ce sont des monstres morts-vivants terrifiants qui peuvent transformer les gens en fantômes d'un simple toucher. Ils entrent à l'intérieur, mais c'est très sombre. Lily propose d'utiliser sa magie pour éclairer. Zeno est surpris qu'elle sache utiliser la magie, mais elle ne maîtrise que des sorts basiques et ne trouve pas ça impressionnant. Avec la pièce éclairée, il voit maintenant tout clairement, et c'est aussi effrayant que Lily l'imaginait. Mais Zeno reste optimiste. L'endroit a encore un bon toit et des piliers solides, ce qui est parfait pour leur clinique. Cependant, il rencontre un problème majeur. Il y a bel et bien un spectre ici, et elle annonce qu'elle va drainer la force vitale de Zeno. Lily panique, mais Zeno est juste déçu que la maison soit déjà occupée. Carmela charge Zeno, mais il la repousse facilement avec un sort de guérison et détruit ses deux bras. Il n'est pas du tout intimidé, car à l'époque où il était dans Golden Phoenix, Aston l'envoyait souvent seul dans le labyrinthe quand il était de mauvaise humeur, et Zeno y rencontrait constamment des spectres. Il en a vaincu au moins une centaine, et il s'avère que la magie de guérison est très efficace contre les morts vivants. Revenons à nos moutons. Il s'excuse auprès de Carmela d'avoir fait irruption chez elle, mais il n'y a pas d'autre option dans les parages, alors il lui demande si ça lui dérange qu'il emménage. Carmela se sent insultée que Zeno ose suggérer de vivre avec elle, la reine des spectres, alors elle invoque une horde de serviteurs fantômes pour s'en débarrasser. Cependant, Zeno utilise tranquillement un sort de haute guérison pour tous les éliminer. Carmela est stupéfaite par la puissance de Zeno et commence à craindre qu'il ne l'exorcise. Mais il ne veut vraiment pas se battre. Il remarque qu'elle bouge bizarrement, mais il a vraiment besoin d'un endroit où rester, alors il lui demande si elle est prête à leur céder au moins une chambre et un espace pour soigner les futurs patients. Carmela sait qu'elle ne peut pas le vaincre, alors elle lui concède le rez-de-chaussée, mais garde l'étage pour elle. Zeno trouve que c'est un bon compromis, mais Lily ne sait pas si elle doit avoir plus peur de Carmela ou de Zeno. Le lendemain matin, Lily s'ennuie car il n'y a pas de patients. Elle demande à Zeno si elle devrait sortir pour faire un peu de publicité. Mais Zeno pense que ce n'est pas une bonne idée, car l'hôpital royal pourrait découvrir leur existence. De plus, leur premier client ne devrait pas tarder, et effectivement, quelques minutes plus tard, quelqu'un entre. Lily se lève pour accueillir leur premier client, et surprise de voir que c'est l'homme que Zeno a soigné la veille. Zeno s'attendait à ce qu'il vienne tôt ou tard, car les citoyens respectueux des lois ne se font pas tirer dessus avec des balles magiques, et les gens comme lui évitent les hôpitaux normaux pour des raisons évidentes. L'homme se présente comme Zan et explique qu'il a besoin que Zeno examine sa sœur. Zeno accepte, et Zofia lui montre sa blessure mineure. Elle dit que son bras agit bizarrement depuis hier, et après un rapide examen, Zeno déduit qu'elle a été touchée par une magie de type poison. Zofia lui demande s'il peut faire quelque chose, mais comme elle a passé toute la nuit dans cet état, les tissus de son bras sont pratiquement morts. Il lui conseille de l'amputer pour éviter que le poison ne se propage. Zofia est déçue d'apprendre qu'elle va perdre un bras, mais c'est comme ça. Elle demande à Zeno combien coûtera l'amputation. Il lui répond 1 million de wen, et dès qu'il prononce ce chiffre, Zan est furieux car c'est un prix exorbitant pour une simple amputation. Il est prêt à en venir aux mains, mais Zofia lui dit de se calmer et tente de négocier avec Zeno. Elle lui demande s'il veut vraiment lui faire payer si cher alors qu'elle est Zofia la Tornade, la chef de l'un des 3 gangs qui contrôlent la région. Zeno sait très bien qui elle est, mais il refuse de travailler gratuitement, surtout parce que la régénération est épuisante. Zofia est confuse, car elle n'a jamais entendu parler d'un guérisseur capable de régénérer des membres, et Zeno est tout aussi surpris d'apprendre que les autres guérisseurs ne le peuvent pas. Il s'est formé seul, donc il ne sait pas ce qui est normal, mais peu importe. Il demande à Zofia si elle veut procéder à l'opération. Zofia accepte, alors Zeno l'allonge sur une table et se prépare à l'amputation. Il crée un scalpel magique pour l'opération, mais Zofia s'inquiète car elle n'a jamais vu ça auparavant. Zeno explique que c'est juste une lame de magie condensée qu'il peut matérialiser à volonté.
Elle est ultra tranchante et totalement stérile, donc parfaite pour les opérations, mais encore une fois, la plupart des guérisseurs ne peuvent pas faire ça. Zeno commence l'opération et utilise un flux constant de magie de guérison pour anesthésier la zone. Il coupe le bras infecté et se prépare à en régénérer un nouveau. Il augmente la puissance de sa magie et reconstitue le bras de Zofia couche par couche jusqu'à ce qu'il soit comme neuf. Zofia est stupéfaite et reconnaissante. Zeno a vraiment régénéré son bras, alors elle ne se plaint plus du prix. Elle propose aussi d'envoyer ses subordonnés blessés chez Zeno s'il est d'accord, et tant qu'il paie, Zeno n'y voit pas d'inconvénient. Les jours suivants, Zeno reçoit beaucoup de patients de la faction des hommes lézards, alors Lily lui prépare du thé pour se détendre. Zeno la remercie pour son attention, mais se demande pourquoi elle a préparé 3 tasses au lieu de 2. Lily explique qu'elle en a fait une pour Carmela, mais Zeno doute qu'elle veuille les rejoindre. Pourtant, apparemment, Carmela adore le thé. Pendant leur pause, Lily demande à Zeno pourquoi les hommes lézards sont toujours si gravement blessés. D'après les patients qu'il a vus, il pense qu'une guerre de territoire oppose les différentes factions. Et justement, l'une d'elles vient de défoncer la porte. Un groupe de loups-garous fait irruption dans la clinique, et leur chef, Linga, annonce qu'elle va tuer Zeno. Elle combat les hommes lézards depuis des jours, mais peu importe combien elle en blesse, ils guérissent toujours. Alors elle va éliminer leurs guérisseurs. D'abord, Zeno ne travaille pas pour la faction des hommes lézards, et il préférerait éviter la violence. Mais Linga a déjà ordonné à ses hommes de le tuer. Cependant, avec sa magie défensive, rien ne peut même l'ébranler, encore moins le blesser. Linga réalise qu'elle ne peut pas le vaincre et décide alors de détruire la clinique pour s'en débarrasser. Mais c'était une idée stupide, car c'est aussi la maison de Carmela, qui ne tolérera pas qu'on la saccage. Dès que Linga et les autres loups-garous voient Carmela, ils sont terrifiés. Un spectre est un monstre mortel qu'ils n'ont aucune chance de vaincre. Carmela a bien l'intention de drainer leur force vitale pour leur crime, mais Zeno lui demande de se calmer, car il ne veut pas que quiconque meure dans sa clinique. Tant que Linga et ses hommes réparent les dégâts, il leur pardonne. Les choses se passaient bien pour Zeno après avoir pris le contrôle de Linga et des loups-garous, mais un jour, un orc arrive et dit que son patron veut le rencontrer. Zeno s'attendait à ce que cela arrive tôt ou tard puisqu'il a déjà dû s'occuper de 2 des patrons des bas-fonds. Lo était la patronne des orques et des ogres, et elle a fait fortune en excavant des pierres magiques avec sa force brute, donc elle est très importante ici. Du bon côté, après s'être occupé d'elle, il n'aura plus à s'inquiéter que quelqu'un s'en prenne à sa boutique, alors il décide d'en finir au plus vite. Mais avant de partir, il demande à l'orque si Lo est du genre à pouvoir être raisonné. L'orque répond et dit à Zeno qu'elle est la personne la plus sage et digne qu'il rencontrera jamais. Zeno est content de l'entendre, mais il est curieux de savoir pourquoi l'orque n'a pas amené Lo avec lui. L'orque explique alors qu'elle ne peut actuellement pas bouger. Cela semble assez grave, alors Zeno ne perd pas de temps et se précipite pour voir sa nouvelle patiente. L'orque le conduit jusqu'à une grotte et présente Zeno à Lo. Elle est contente de enfin le rencontrer, mais avant qu'il ne fasse quoi que ce soit, Zeno lui demande comment elle a entendu parler de lui. Lo explique que les hommes lézards et les loups-garous n'ont pas arrêté de parler du guérisseur super secret, dont ils ne sont pas censés parler à personne. Cela va un peu à l'encontre de l'idée d'être un guérisseur clandestin, mais Zeno devra s'en occuper plus tard. D'après ce que Lo a dit, Zeno guérit n'importe quelle blessure tant qu'il est payé à un prix juste, alors elle veut voir à quel point il est vraiment bon. Zeno s'approche d'elle et lève la main, alors Lo lui demande ce qu'il fait. Zeno explique qu'il ne voit aucune blessure externe sur son corps, alors il a scanné pour voir s'il y a quelque chose qui ne va pas à l'intérieur. Lo est surprise d'entendre cela puisque la plupart des guérisseurs ne peuvent pas faire ça, mais Zeno pense que cela devrait être une pratique standard car comment soigner un patient si on ne peut pas vérifier les blessures internes ? Quoi qu'il en soit, une fois le scan terminé, Zeno identifie une masse dans l'abdomen de Lo, et comme de la mana en émane, il pense que c'est une pierre de mana. Lo lui dit qu'il a raison, et cette pierre de mana en particulier est enchantée avec de la magie explosive, donc si elle bouge de cet endroit, elle pourrait exploser. Zeno demande si quelqu'un a tenté de l'assassiner en la glissant dans sa nourriture, mais Lo lui dit que rien de tel ne s'est produit. Elle avait juste très faim et a confondu la pierre avec une boulette de riz, alors elle l'a mangée. N'importe qui aurait pu faire la même erreur, bon, peut-être pas, mais Zeno ne pense pas qu'il y ait de quoi s'inquiéter car, tôt ou tard, la pierre sortira par l'autre bout. Il s'apprête à partir, mais Lo lui dit que ce n'est pas si simple. Quand elle a mangé la pierre, elle l'a partiellement mâchée, donc il ne reste plus beaucoup de temps avant qu'elle n'explose. Elle a déjà accepté qu'elle mourra à cause de son erreur, mais sa seule préoccupation est que ses hommes ont refusé de la quitter. Zeno lui demande ce qu'elle attend de lui, alors elle explique qu'elle voulait juste qu'il vienne ici pour qu'elle puisse lui donner toute sa fortune. Une fois qu'elle explosera, ce sera la fin de l'empire des orques qu'elle a construit, alors elle préfère donner tout son argent à quelqu'un qui en fera bon usage plutôt que de le laisser tomber entre de mauvaises mains.
En faisant des recherches sur Zeno, elle a découvert que même s'il demande des prix élevés pour ses soins, il a une règle de soigner les enfants gratuitement, donc il doit être une bonne personne. Elle lui lance une clé et explique qu'il pourra l'utiliser pour accéder à son trésor une fois qu'elle sera morte, mais Zeno n'a jamais dit qu'il allait la laisser mourir. Le fait qu'elle n'ait pas encore explosé signifie qu'elle a dû manger la pierre de mana récemment, alors Zeno invoque son scalpel et s'approche d'elle. Sans dire un mot, il commence à inciser l'estomac de Law, et au début, ses hommes tentent de l'arrêter, mais ensuite Zeno brandit la pierre magique explosive. En quelques secondes, il a réussi à ouvrir Law, récupérer la pierre et guérir les incisions, donc elle n'a plus à s'inquiéter d'exploser. Mais la pierre de mana est encore très volatile, alors pour la sécurité de tous, Zeno la prend dans ses mains et la serre jusqu'à ce qu'elle explose. Cette explosion aurait pu détruire tout un pâté de maison, mais Zeno a protégé ses mains avec de la magie défensive, donc il va parfaitement bien, même si ça a fait très mal. Il rend ensuite la clé à Law et lui dit qu'elle n'a plus à s'inquiéter de donner sa fortune. Elle a encore du mal à croire que Zeno a vraiment choisi de la sauver au lieu de simplement prendre son argent, mais il dit qu'il ne demande qu'un prix juste pour ses soins, et une fortune entière aurait été trop. Law a décidé qu'elle apprécie vraiment Zeno maintenant, alors elle lui dit que s'il a besoin d'aide, il n'a qu'à dire un mot, et elle fera tout son possible pour l'aider. Elle propose même que ses hommes assurent la sécurité de sa clinique, mais Zeno préfère garder ses distances car avoir les hommes de Law autour ne manquera pas de causer des problèmes. Quelques jours passent, et Lily boude à l'accueil parce que Zofia, Linga et Law viennent beaucoup plus souvent à la clinique récemment. Maintenant que Zeno y pense, il les voit beaucoup ces derniers temps, et elles n'ont jamais l'air blessées, alors il commence à se demander pourquoi elles viennent. Il suppose qu'elles s'ennuient, mais Carmela lui dit que ces femmes sont clairement amoureuses. Zeno ne comprend pas pourquoi elle serait amoureuse de lui puisqu'il n'est qu'un simple guérisseur clandestin, mais Carmela sait de quoi elle parle. Lily est un peu inquiète que l'une d'elles finisse par sortir avec Zeno et accapare toute son attention, mais Zeno dit qu'il ne sortirait jamais avec aucune d'elles parce que, sans vouloir les offenser, ce sont un tas de bizarres. Malgré tout, Carmela pense que ce n'est qu'une question de temps avant que ces trois-là ne se fassent la guerre pour décider qui aura Zeno. Zeno ne pense pas que les choses iront aussi loin, mais littéralement le lendemain, Zofia arrive avec un panier de fruits pour Zeno et dit qu'elle pense déclarer la guerre aux autres factions pour une raison non précisée. Linga et Law font exactement la même chose, et peu importe à quel point Zeno proteste, elle refuse de l'écouter. Carmela trouve ça drôle et plaisante en disant que beaucoup de gens vont mourir à cause des frasques de séducteurs de Zeno, mais il n'apprécie pas la façon dont elle le formule. Le combat à mort est prévu pour commencer à midi aujourd'hui, mais il ne peut pas les laisser s'entretuer à cause de lui, alors il doit faire quelque chose. Pendant ce temps, les trois se sont déjà rassemblés dans le stade avec tous leurs hommes, et elles sont sur le point de commencer le bain de sang quand, tout à coup, Zeno apparaît. Elles se tournent toutes vers lui pour voir ce qu'il va dire, mais il leur dit qu'il n'est pas là pour arrêter le combat. Il sait qu'elles ont de vieilles rancunes les unes contre les autres, alors il va les laisser se battre jusqu'à ce qu'elles soient satisfaites. Comme Zeno a donné son accord pour la bataille, toutes les filles acceptent de se battre avec tout ce qu'elles ont, et celle qui survivra pourra réclamer la virginité de Zeno. Zeno ne se souvient pas avoir accepté cette dernière partie, mais avant qu'il ne puisse dire quoi que ce soit, le combat a déjà commencé. Zofia fait le premier mouvement et essaie de trancher la tête de Linga avec ses dagues, mais Linga parvient à esquiver à temps et fait un salto arrière. Pendant ce temps, Law saute et essaie de donner un coup de pied volant à Zofia, mais Zofia s'écarte, alors un tas de personnages secondaires se prennent le coup à sa place. Zofia et Linga s'affrontent à nouveau, mais avant qu'elles ne puissent se toucher, Law arrive du haut du stade et manque de les écraser toutes les deux. Zofia est poussée dans le coin des orques du stade, alors elle commence à attaquer les orques, et les autres font de même avec les membres des factions opposées. C'est un spectacle horrible, avec des gens qui se font tailler en pièces de tous les côtés, mais à la surprise générale, même après 6 heures de combat, pas une seule personne n'est encore morte. C'est alors que Zofia remarque que les blessures sur ses bras guérissent toutes seules, et Zeno leur dit que c'est lui qui est derrière ça. Il a accepté de les laisser faire leur petit combat à mort, mais il n'a jamais accepté de les laisser mourir car, après tout, elles sont toujours ses patientes. Zofia se sent un peu bête de ne pas avoir réalisé ce que Zeno faisait jusqu'à maintenant, mais aucune d'elles ne savait qu'il était possible pour un guérisseur de soigner autant de gens à la fois, encore moins de le faire continuellement pendant plus de 6 heures. Elle réalise qu'à ce rythme, le combat ne se terminera jamais, et c'est exactement ce que Zeno voulait démontrer. À moins qu'elles ne parviennent à s'entendre, elles ne pourront jamais vivre en paix, mais si elles ressentent le besoin de continuer à se battre, alors il sera là pour toutes les soigner, et pour être clair, il va leur facturer son temps. Les filles réalisent maintenant à quel point c'était stupide de commencer une guerre pour rien, alors elles acceptent toutes de s'entendre à partir de maintenant. Cependant, elles continueront à se battre pour Zeno, elles promettent juste que ce sera de manière non violente. Pendant ce temps, Lily demande à Zeno pourquoi il s'est donné autant de mal pour faire ça, alors il se souvient de quelque chose que son professeur lui a dit un jour.
Un guérisseur est de 3e ordre s'il ne peut soigner que les blessures, de 2e ordre s'il peut soigner tout le corps, et de 1er ordre s'il peut rendre le monde meilleur. Alors même si Zéno ne pense pas avoir ce qu'il faut pour être un guérisseur de 1er ordre, il veut quand même essayer de rendre ses bas-fonds meilleurs, et puis, s'il les laissait toutes mourir ici, il n'aurait plus de patients à soigner dans sa clinique. Enfin, c'est ce que dit Zéno, mais Lily sait qu'il dit ça pour cacher à quel point il tient vraiment à elle. Si les différentes factions demi-humaines commencent à s'entendre, elles ne se battront plus, et cela voudrait dire que Zéno n'aura plus autant de patients qu'avant, pourtant il a quand même choisi de les aider. C'est une des raisons pour lesquelles elle l'aime autant, et elle le lui dit directement, mais Zéno ne comprend pas vraiment ce qu'elle veut dire. Quoi qu'il en soit, il se fait tard, alors il prévoit d'aller récupérer son paiement et de rentrer chez lui pour la journée. Lily est surprise parce qu'elle pensait qu'il plaisantait quand il a dit qu'il allait les faire payer pour les soins qu'il a prodigués pendant le combat, mais Zéno était sérieux. Soigner autant de gens est vraiment épuisant, alors bien sûr qu'il veut être payé pour ça. Pendant ce temps, dans la capitale, le commandant des chevaliers royaux rencontre le vice-commandant, Krishna. Elle demande au commandant si quelque chose s'est passé, et il explique qu'il a entendu une rumeur disant que la guerre entre les demi-humains a soudainement pris fin. Krishna est surprise d'entendre ça puisque les demi-humains se font la guerre pour le territoire des bas-fonds depuis des années, alors elle a du mal à croire qu'ils aient soudainement décidé de s'entendre. Le commandant n'y croit pas vraiment non plus, mais si c'est vrai, alors il doit faire quelque chose. Ce royaume existe depuis des siècles avec les royaux et la noblesse au sommet, et il est resté ainsi parce que tous les pauvres qui sont traités injustement sont généralement trop occupés à se battre entre eux pour représenter une menace significative. Cependant, s'ils sont en paix, alors ils pourraient former un front uni, et ensuite ils pourraient commencer à demander des choses comme une couverture médicale universelle, et personne ne veut ça, n'est-ce pas ? Les rumeurs disent qu'un individu a servi de médiateur entre les demi-humains pour les faire arrêter de se battre, alors le commandant charge Krishna de s'occuper de lui. Krishna comprend et promet de trouver cet individu et de l'arrêter pour le crime odieux d'avoir apporté la paix. Pendant ce temps, dans la clinique de Zéno, il éternue parce que des gens parlent de lui, et dès que ça arrive, tout le monde s'inquiète qu'il ait peut-être attrapé froid. Linga propose de lui laisser utiliser sa queue comme couverture, et Lo propose de lui laisser réchauffer son visage entre ses cuisses épaisses. Zéno leur dit que c'était juste un éternuement normal, et qu'il doit encore soigner Zofia, alors elle devrait se taire jusqu'à ce qu'il ait fini. Zéno soigne le bras de Zofia, et elle le remercie pour son aide, mais ça fait un moment que Zéno n'a pas eu à la soigner, alors il demande comment elle s'est blessée. Zofia explique qu'elle a été blessée pendant qu'elle travaillait la nuit dernière. Elle vole les aristocrates corrompus et redistribue aux pauvres, mais quand elle s'est faufilée dans la maison d'un aristocrate hier, elle s'est fait attaquer par le vice-commandant des chevaliers royaux. C'est une femme folle nommée Krishna, et elle vous tire dessus avec des pistolets à feu magique dès qu'elle vous voit. Carmela a l'impression qu'attirer l'attention de Krishna signifierait beaucoup d'ennuis pour Zéno, mais Zéno ne pense pas qu'ils doivent s'inquiéter puisqu'il n'y a aucun moyen qu'un vice-commandant hautain s'intéresse à un guérisseur clandestin comme lui. Pendant ce temps, Krishna est dans les bas-fonds, à la recherche d'informations sur Zéno. Elle voit tous les demi-humains s'entendre, alors elle s'approche d'un homme lézard et lui demande de lui dire qui est responsable de la fin de la guerre entre les demi-humains. L'homme lézard ne sait pas qui est Krishna, et il sait que Zéno essaie de rester discret, alors il dit qu'il ne peut rien lui dire. Il essaie de s'en aller, mais Krishna sort son pistolet et dit qu'elle lui tirera dessus s'il ne répond pas à ses questions. Cependant, l'homme lézard est prêt à se faire tirer dessus pour Zéno, alors il lui dit de le faire. C'est alors que Zofia et son frère passent par là, et Krishna n'est pas prête à s'occuper de lui pour l'instant, alors elle décide de s'enfuir. Elle finit par se perdre dans la partie abandonnée de la ville, et par pur hasard, elle tombe sur la clinique de Zéno, alors elle entre pour demander son chemin. Zéno est prêt à lui montrer comment retourner en ville, mais Lily sort avec du thé, et dès que Krishna voit les oreilles d'elfe de Lily, elle tire sur Zéno en pleine tête avec son pistolet. C'était la fin de l'épisode 3. Abonnez-vous pour ne pas manquer le prochain.